Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Myeri Mayulu-Nyamba, Monsieur Adama Coulibaly et Monsieur Jean-Marie Bitomo. Et c'est l'heure de notre grand angle. Le grand angle est consacré à la situation politique qui prévaut au Soudan du Sud, pays indépendant depuis 2011 et en guerre civile depuis 2013. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté le nouveau découpage territorial proposé par le président Salva Kiir. Le retour à un système fédéral était pourtant l'une des revendications de l'opposant, mais son refus était prévisible selon certains observateurs. Les belligérants ont jusqu'au 22 février pour former un gouvernement d'union nationale, mais les sujets de désaccord sont encore nombreux. Ange Doménio. Riek Machar rejette le nouveau découpage territorial. Le chef rebelle sud-soudanais n'est pas d'accord avec le système fédéral à 10 États proposé par le président Salva Kiir. Son refus est accompagné d'une autre annonce, la création de 3 nouvelles zones administratives. Je pense que l'opposition devait négocier avec le président actuel par rapport aux États qui ont le pétrole pour passer à l'étape actuelle de guerre à une étape de post-crise. Et en négociant l'état de post-crise, l'opposition pourra évoluer vers la démocratisation du Soudan du Sud. La création de ces 3 zones administratives risque de poser problème. Une de ces zones est réputée pour être riche en pétrole. Une autre a la réputation d'être minée par des conflits ethniques. La 3e zone, contrôlée par le Soudan, est revendiquée par le Soudan du Sud. La réflexion qui pourrait aider à l'accord de paix, parce que l'accord de paix étant la première étape pour pouvoir évoluer pour que ce pays sorte de cette misère. Donc, si l'accord de paix est la finalité, alors il va falloir que l'opposition ou les opposants puissent aider les 2 personnages qui sont à la tête aujourd'hui, qui pensent à eux-mêmes, pouvoir les aider à pouvoir passer à l'autre étape. Le président Salva Kiir et le chef de l'ex-rébellion Riek Machar sont sous pression pour résoudre leurs différends d'ici à la date butoir du 22 février. Ils doivent former un gouvernement d'union nationale dans le cadre d'un accord de paix. Alors messieurs, selon vous, est-ce que le délai du 22 février pour former un gouvernement d'union nationale est tenable? Monsieur Myeri Mayulu-Nyamba. Au vu du blocage récent donc, sur la situation, la proposition du président Salva Kiir, le délai va être difficilement tenable dans ces conditions-là. Parce que là, encore une fois, on a une lutte de pouvoir et on a le président Salva Kiir qui, croyant bien faire en proposant ces 3 régions, nouvelles administrations territoriales, en fait, a créé là un point de blocage. Est-ce qu'il ne savait pas que M. Riek Machar allait refuser je pense que politiquement, il a dû proposer ça, sachant que sur l'une des régions, la région dont on a parlé dans le sujet la plus riche en pétrole, c'est une région qui est très disputée, aussi bien par ses partisans à lui que ceux de Riek Machar. Donc il est difficile que là, en moins de 10 jours, qu'il y ait débloqué cette situation, sauf qu'il y a des partenaires internationaux qui mettent la pression pour que ce délai soit tenu. Donc la situation est assez critique là. Alors il y a déjà eu un délai de 100 jours qui a été rajouté en novembre 2019. On arrive donc à la fin de ce délai de 100 jours. Monsieur Coulibaly, est-ce que vous pensez qu'il y aura un nouvel ajournement? Ça me semble probable. De toutes les façons, que peut faire la communauté internationale? Nous avons affaire à des chefs de guerre. Ils sont lourdement armés. Ce n'est pas une situation facile. Ce n'est pas une situation simple. Les uns et les autres, c'est cette communauté internationale qui s'évertue à ce qu'il y ait la paix aujourd'hui, mais n'est-elle pas celle-là aussi qui a laissé passer des armes, qui a fait en sorte que la guerre perdure, chacun ayant ses hommes là-bas? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc le peuple, il y a eu quand même 400 000 morts, et il y a eu 4,5 millions de déplacés. On n'en parle pas, mais comment faire, comment partager le gâteau aujourd'hui avec les uns et les autres. Donc ça me semble très improbable qu'il y ait un accord en 10 jours. Et de toute façon, quand on regarde bien les 3 zones administratives qui ont été
qui ont été mises en place, en plus des 10 régions. C'est des zones, effectivement, comme c'est dit dans les reportages, la plus riche, hein, le Rweng, là, et en pétrole. Bon, tout le monde veut contrôler ça. Et il y a une zone où il y a beaucoup de conflits ethniques. On peut comprendre que la troisième zone qui est encore litigieuse avec le Soudan. Monsieur Bitomo, je vois que vous voulez rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire, tout simplement, c'est que quand on demande des délais à respecter, ces délais-là, si vous voulez, vous savez, ces dirigeants-là qui discutent n'ont même pas c'est-à-dire la maîtrise de l'agenda réel, si vous voulez, de ces situations-là. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, quand on nous parle de la communauté internationale, moi j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, la communauté internationale, M. Adama a essayé d'aborder ça un tout petit peu là aujourd'hui. Si le Soudan se retrouve dans l'état dans lequel le Soudan se retrouve aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à la communauté internationale qui a fait un partage du pays en fonction des intérêts qui sont au-dessus des dirigeants en tant que tels. Et aujourd'hui, quel rôle doit jouer alors la communauté internationale? La communauté internationale doit laisser, moi c'est ce que je dis souvent sur ce plateau, la communauté internationale doit laisser les Africains résoudre leurs problèmes. Parce que, vous savez, je dis toujours la chose suivante, c'est que nous les Africains, de temps en temps, nous rêvons. Dans la géopolitique et la géostratégie internationale, vous n'avez pas d'amis. Aucun État n'a des amis, n'a que des intérêts en tant que tel. Que la communauté internationale essaie de laisser les Africains régler leurs problèmes à leur manière. Tout simplement pourquoi? Parce que toutes ces discussions-là sont des discussions vaines. Tout simplement pourquoi? Parce que les intérêts sont ailleurs. Des gens qui ont encouragé la scission du Soudan sont toujours là, tout simplement pourquoi? Parce que le reportage nous l'a bien dit, vous avez une zone qui est la zone, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la scission a été organisée, moi je le dis, organisée par la communauté internationale afin d'arriver à cette situation-là. Tout simplement pourquoi? Parce que le Soudan c'est un grand pays, hein, il faut se le rappeler géographiquement et comment dirais-je en termes historiques, c'est un grand pays en tant que tel. Quand on vous parle de l'Égypte, vous avez le Soudan qui est arrimé quelque part là-dedans. Tout à fait. Donc vous avez toute une histoire là-dedans. Donc ne nous trompons pas, nous sommes ici là, comme je le dis souvent, sur une chaîne panafricaniste, donc disons les choses telles qu'elles sont. Hein? Restez là si vous voulez. Moi j'ai horreur quand je suis sur ce plateau-ci de pouvoir commenter les conséquences, ça ne m'intéresse pas. Il y a la cause et vous avez les conséquences et il faut être capable de faire l'analyse de la relation causale que vous avez. Aujourd'hui, quel est le rôle alors de l'Union africaine dans tout ça, M. Koulibaly? L'Union africaine observe, est beaucoup plus dans l'observation que dans l'action audacieuse. Sinon, on n'en aurait pas été là. Et justement, il ne faudrait pas qu'elle réagisse. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien entendu, l'Union africaine devrait justement dire à la communauté internationale, nous nous occupons, nous les Africains, de nos affaires et nous pouvons vous demander de temps à autre un soutien ou logistique ou financier. Mais pour le reste, et technique, oui. Pour le reste, nous devons nous en occuper nous-mêmes. Est-ce que l'Union africaine n'est pas dépassée finalement par tout ce qui se passe? L'Union africaine, bon. Je laisse mon collègue terminer. Mais... Allez-y, allez-y. Oui, bien entendu. Disons que c'est d'abord nos dirigeants qui sont dépassés. Parce que si nous avons des dirigeants qui eux-mêmes maîtrisent bien la situation de leur pays en interne, qui sont soutenus par les populations, l'Union africaine sera forte. Et elle pourra en ce moment travailler à établir la paix partout où il y a des conflits en Afrique et faire en sorte que les différents projets qui seront mis en œuvre puissent être bénéfiques beaucoup plus pour le progrès de l'Afrique et non pas pour les multinationales étrangères. Or, ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc c'est parce que la plupart de nos dirigeants n'ont pas le soutien véritable et populaire de leur pays que nous sommes dans cette situation où l'Union africaine est certes fait des efforts. Par exemple, lorsqu'il s'agit de coups d'État, dans des pays qui ne sont pas très forts, tout de suite l'Union africaine se braque, bon, et puis ça marche. Mais là, nous avons affaire à un conflit qui est très important, comme ce qui se passe d'ailleurs aussi dans le Sahel aujourd'hui. Mais l'Union africaine a du mal. Et c'est cette communauté internationale qui vient, et avec même parfois des velléités, des divisions de certains pays, comme on l'a vu avec le Grand Mali aussi. Donc, voilà, c'est des vrais problèmes. Tout à fait, j'abonde tout à fait sur ce qui est dit. Hein. C'est que les présidents africains, pour l'instant, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de vision. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, assis sur une base non pas populaire, mais une base souvent ethnique. Donc ils ne sont pas forts, comme il a été dit. Ce qui fait que l'Union africaine, qui est le rassemblement un club de ces présidents-là, ne peut pas avoir de force en tant que tel pour imposer une vision au niveau panafricain
tant que ces présidents-là, dans leur propre pays, ne tiennent pas leur pays, n'ont pas un peuple qui les soutient, n'ont pas d'institutions qu'ils ont mis en place qui soient fortes en interne. Donc l'Union africaine souffre de ce problème-là. Et l'Union africaine a un autre problème que je voudrais dire, qui a été commenté déjà là, c'est que l'Union africaine est financée par la fameuse communauté internationale. L'Union européenne finance l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas un peu de la faute aussi des États africains? Normalement, chaque État doit donner 1% de son budget et finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a rien sur la table. Voilà. C'est la réponse que je voulais vous donner tout à l'heure. J'ai tout exposé dès le départ. Mais je voulais conclure en vous posant la question suivante. Gladys, vous nous posez la question, quelles sont les marges de manœuvre de l'Union africaine? Ces marges de manœuvre-là n'existent pas, tout simplement. Pourquoi? Comme mes collègues viennent de le dire sur le plateau, vous n'avez pas une volonté. Vous savez, la politique, c'est de la volonté. Vous n'avez pas une volonté politique pour pouvoir changer les choses. Dès l'instant que vous avez des gens de l'extérieur qui viennent financer vos institutions, vos organisations, et ils ont droit, comment dire, ils ont leur mot à dire. Et dans notre cas, ils imposent leur vision. Et il est clair maintenant que les Africains doivent se rendre compte que tous les présidents africains, qu'on finance l'Union africaine à hauteur, si vous voulez, de ce qui a été réparti, a décidé en Assemblée générale de l'Union africaine. Mais vous savez combien de pays qui payent, si vous voulez, cette contribution-là à l'Union africaine? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous, les Africains, c'est nous-mêmes qui décidons de rester esclaves de ces gens-là, tout simplement parce que nous n'avons pas de volonté politique. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir. Est-ce que les deux belligérants n'ont pas un peu de mauvaise foi? Est-ce que les deux sont de bonne foi, selon vous? La bonne foi ne peut pas exister là-dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez d'autres personnes qui tirent, comment dirait, les ficelles derrière. Est-ce que, par rapport à mon investissement, parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont, la guerre aujourd'hui, pour les pays, si vous voulez, l'Afrique est aujourd'hui, si vous voulez, le terrain de bataille des grandes puissances de ce monde. Donc, dès que vous avez... Par exemple, si je prends le cas du Soudan, les gens qui sont derrière le président Salva Kiir et son opposant qui est en face, dès que vous avez une partie qui ne retrouve pas ses intérêts par rapport à son investissement, parce que la guerre chez nous en Afrique aujourd'hui, ça constitue un investissement, comment dirais-je, pour les puissances étrangères. Il faut se le dire clairement. Donc, dès que vous avez une partie qui ne rentre pas, qui n'a pas son retour sur investissement, bon, ça continue. Ça bloque, on ne peut pas trouver de solution. Donc, la bonne foi, en effet, on ne peut pas rien avoir dans ces histoires bassement politiques et bassement d'intérêt de pouvoir, parce que Riek Machar, tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est pas redevenir vice-président. C'est plutôt avoir la plus grosse part du gâteau sur les réserves pétrolières, sur la gestion du pétrole, qui est le nerf de la guerre de cette histoire. S'il y a la guerre au Soudan, c'est parce que hier, il y a eu division de ce pays, parce que certaines puissances ont voulu mettre la main sur la gestion de ce pétrole-là. Il y a eu la guerre en 2013. Aujourd'hui, ils sont toujours dans le processus de paix, entre parenthèses, mais les intérêts financiers qui sont derrière dépassent, comme il a été dit, dépassent le cadre de ces deux chefs de guerre. Alors on sait que ces négociations de paix sont issues de l'accord revitalisé de 2018. Un premier accord avait été signé en 2015, en août 2015, il s'était effondré. Les violences avaient repris à Juba en juillet 2016. Est-ce qu'il faut craindre le même scénario, M. Koulibaly? Le combat, la lutte n'est pas arrêtée. Non. Il y a un troisième chef de guerre qui lui encore a les armes. Est-ce qu'il faut craindre des combats à grande échelle maintenant? Mais bien sûr, mais rien à écarter. Parce que ces gens, il y a un journaliste au Burkina qui disait que les dirigeants du Burkina étaient prêts à brûler le pays pour chauffer leur café parce qu'ils tenaient beaucoup à leurs intérêts. Et c'est valable pour ces puissances impériales qui font un retour en force en Afrique pour des intérêts parce que l'Occident même est en crise aussi financière. Ils sont emmêlés les pieds dans leur voracité et ce qui fait que bon, l'Afrique, où il y a encore beaucoup de ressources, est un champ de bataille. Donc, ils ne reculeront devant rien justement pour cela. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des populations, ce n'est même pas dans l'intérêt de ces chefs de guerre qui sont fatigués eux-mêmes de cette guerre. Leurs hommes sont fatigués. Justement qu'on parle un peu des populations. Voilà, justement, je pense que ces chefs de guerre-là aussi, qui ont quand même le regard même de cette communauté internationale, qui préfèrent, plutôt que d'investir encore dans la guerre, commencer à exploiter le pétrole et toutes les autres richesses. Et je pense qu'il y aura suffisamment de pression pour qu'on n'aille pas jusqu'au point où on avait été à un moment donné, parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts déjà. Je pense que quand même, le bon sens, cette fois-ci,
le bon sens des uns qui veulent préserver leurs intérêts, avoir le retour sur investissement, le bon sens de ces chefs-là aussi, qui ont envie de se reposer un tout petit peu et pour goûter ce gâteau, et fera que, et puis peut-être aussi que leurs hommes leur parlent, je l'espère, et que les populations, ils voient toutes ces populations, c'est une bonne moitié de ces 4,5 millions qui sont partis à l'extérieur du Soudan, et les autres qui sont des déplacés internes. J'espère que tout cela faire en sorte que nous n'assisterons plus à une déflagration violente et qui va... On n'aura pas le temps d'aborder l'aspect des populations, malheureusement. Juste pour conclure, les mots de la fin, selon vous, quels facteurs manquent-ils pour instaurer la paix durable au Soudan du Sud? En quelques mots, je commence avec vous, Monsieur Maloulou Niamba, je sais que vous voulez intervenir. Alors, il y a plusieurs facteurs qui manquent. Mais aujourd'hui, un des premiers facteurs serait, pour moi, que l'Union africaine s'implique réellement. Mais derrière l'Union africaine, je dirais les chefs d'État des pays frontaliers. Parce que les 4 millions de déplacés dont on parle sont pour la plupart disséminés dans les pays frontaliers. L'Ouganda, la RDC, une partie. Donc, tous ces pays-là... Vous avez des pays comme Djibouti qui supportent toute cette charge. Tous ces pays-là, ces chefs d'État-là devraient, parce que avoir ces populations-là en son sein, c'est aussi demain peut-être un facteur de déstabilisation. Donc au niveau sécuritaire, ces chefs d'État devraient avoir intérêt à ce que la situation au Soudan fasse pression pour leur intérêt propre aussi, leur pouvoir et pour leur population. Alors, ce sera les mots de la fin. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Le sujet est vaste, mais on est obligé de s'arrêter là. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.